Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à chacun de vous. Avec nous ce matin pour parler élections, surtout avec le titre de son dernier ouvrage, Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. C'est le docteur Ricardo Augustin qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous pour un début de semaine. À la rubrique Le Point, docteur Augustin qui est licencié en droit de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Il a aussi décroché un doctorat en sciences politiques et relations internationales à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin de Rome, en Italie. Consultant, professeur d'université et vice-doyen de la faculté des sciences économiques, ancien conseiller électoral de janvier 2015 à janvier 2016. Il avait donc représenté l'Église catholique au sein du conseil électoral. Donc c'est la personnalité ou encore le personnage qui est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Docteur Augustin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous auditeurs, toutes les auditrices de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être ici, sur ce plateau, et auquel désormais je suis habitué. Ça fait longtemps quand même. Oui, ça fait ça. La dernière fois, l'année dernière, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Donc, merci pour l'invitation. Donc, j'espère que nous allons passer un beau moment ensemble à parler pays, à parler de ce qui, pour nous, serait utile et nécessaire. À quel niveau vous vous sentez interpellé par ce qui se passe qui se passe dans le pays aujourd'hui, instabilité, crise politique, insécurité, hausse du dollar, tout ça. L'universitaire que vous êtes, quand même, n'est pas insensible à ce qui se passe dans le pays, docteur. Pas du tout, parce que cela nous interpelle, on se sent dans l'obligation de réfléchir, de dire quelque chose, de faire quelque chose. Et puis, bon, et n'oubliez pas, avec l'université, nous avons des étudiants, des professeurs, toute la communauté universitaire qui est affectée aussi par cette situation. Parce que et parfois, même pour travailler, au niveau de l'université, c'est tout un problème. Nous sommes obligés de développer des plateformes d'enseignement en ligne. L'enseignement en ligne et l'enseignement en présentiel, c'est deux histoires différentes. Et surtout que nous ne sommes pas encore habitués, c'est-à-dire on n'a pas encore eu le temps de faire un apprentissage à quelque chose malheureux. Bon, dit-on, et voilà, nous sommes obligés de rentrer là-dedans c'est Covid qui nous a forcés à faire l'expérience. Tout à fait. Mais à part de ça, la situation sociale et le kidnapping, tout ça, donc c'est des situations qui nous touchent. Et aujourd'hui, nous avons appris, et pas plus tard que hier, il y a eu les religieux, les religieuses, les prêtres qui ont été kidnappés, le docteur Valambouin. Donc, moi, j'apporte toute ma solidarité à toutes ces familles affectées par ce phénomène. Mais je pense que là, il faut un stop. Il faudrait vraiment qu'on puisse s'arrêter et puis pouvoir relancer cette société, parce que là, c'est une société en déconfiture. Je sais que vous étiez à un moment donné très proche de l'Église catholique. Toujours très proche. Vous le demeurez. Tout à fait. Enfant de l'Église, fils de l'Église. Fils de l'Église, et ça a dû faire un choc, a dû avoir un choc sur vous quand vous avez appris que environ une dizaine de religieux se faisaient kidnapper par le gang des 400 Marozo. Tout à fait. Et vraiment, la nouvelle est venue comme un coup de massue sur la tête quand j'ai appris ça. D'ailleurs, c'est des amis prêtres qui ont partagé l'information avec moi. Donc, vraiment,
et la communauté de Saint-Jacques, c'est une communauté avec laquelle j'ai travaillé à un certain moment. Et les prêtres de Saint-Jacques, donc c'est une communauté amie que je fréquentais dans le temps, parce qu'on avait les habitudes de travail. Et donc, et tu peux imaginer, Wendell, comment ça peut te toucher quand tu apprends ce genre de choses. Donc, et nous espérons que ces prêtres, ces religieuses pourront rejoindre leur communauté au plus vite. Et également, j'ai un petit mot pour le docteur Valenboin, qui a été aussi kidnappé avec, je crois, un collègue. Donc j'espère que ces gens-là comprendront la nécessité de les relâcher, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, et c'est tout secteur qui est censé frapper, tout le monde joint la donnée. Vous pensez qu'il y a une manière, il y a un moyen de faire arrêter ces pratiques-là qui tentent de soulever à prendre de proportions alarmantes, je dis, en Haïti, question kidnapping? Bon, dans la société, nous, on dit toutes les qui bouillent, les monter, mais arrivons la descendre quand même. Donc, ce qui, si vous-même pensez que nous avons privé dans une situation côté, que nous avons obligé, nous serons interpellés et nous serons obligés même, et pour notre survie à nous comme peuple, de mettre un terme, de mettre un frein à toute cette situation. Parce qu'un peuple ne peut pas vivre dans l'insécurité. Dans l'insécurité, on ne peut pas progresser. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a une urgence nationale qui devrait réunir tous les Haïtiens, c'est la question sécuritaire. C'est la sécurité. Quel que soit le secteur où appartenir avec là, quel que soit ça qu'on fait dans le pays, la sécurité, c'est ce qui nous unit aujourd'hui. L'obligation de créer une société sécuritaire, nous pas gagner ou pas boire. Donc, n'a fini par. Est-ce qu'on rêvait une situation côté que opposition et le pouvoir mettaient ensemble? Est-ce qu'on rêvait ça? Nous rêvons, mais nous souhaitons le faire tout. Parce que le pays. Non, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que le possible, je dis. Moi, je me quoi que le possible. Pour deux secteurs, ça l'a dit quoi? Il y a mis ensemble pour combattre kidnapping, pour combattre insécurité. Est-ce qu'on pense que son bail est possible? C'est un dépassement de soi qu'il faut. Parce que quand on va se rendre compte que cette société nous appartient, et que que c'est nous-mêmes encore qui avons détruit la société. Parce que c'est pas, nous ne sommes pas envahis par d'autres peuples. Ce n'est pas un bagage qui sortit à l'extérieur qui vient chita là. C'est nous qui créons encore. Ça veut dire que quand nous commençons à rendre nous compte que l'y affecte nous toutes, c'est-à-dire, quel que soit le côté, quand on y est, ou bien nous compte, même Zamza, qu'on a utilisé comme une arme de combat, il retourne contre tout. Donc, on a fini par chita ensemble et me penser que ça fait. Voilà pourquoi je pense que là, maintenant, nous avons besoin d'un dialogue rapide, d'un dialogue politique, pour résoudre la question politique, la question conjoncturelle, parce que tout le temps, nous avons toujours créé des situations qui mettaient nous dans même et causer ça. Donc, nous allons l'obliger à résoudre rapidement. Mais là, nous finissons, moi-même, penser que faut que nous pas dire, OK, nous passer cap ça, non, nous pas passer, c'est temporairement. Il faudrait de toute manière que nous arrivions. Et si kidnapping est en bas politique? Non, mais justement, c'est ce que je viens de dire. Si vous utilisez le corps âme aujourd'hui, demain, la pour retourner contre vous. Et nous parlerons nous compte de ça d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est ce qui va nous pousser à nous asseoir pour résoudre définitivement le problème. Parce que l'on voit que ni moi, ça affecte nous tous deux, nous allons dire, mais nous ne pas exterminer nous. Moi-même, j'avais été toujours, j'avais vivre. Donc si moi, je tourne contre moi, à un certain moment, il faut me dire, OK, d'accord. Et maintenant, ça va trop loin. En nos chita pour résoudre le problème. Et c'est ça que nous attendons du côté de nos élites politiques, les dirigeants politiques. C'est ce qu'on leur demande. Nous ne pas demander plus, non. D'ailleurs, depuis cette classe politique que nous avons, c'est une classe qui n'a apporté que misère à ce pays. Désolation, humiliation. Ils font nous l'aide. C'est-à-dire, si tout le monde qui a fait politique dans le pays n'a pas qu'à comprendre ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme on fait les autres pays, comme on a fait la République dominicaine, et qui tout près nous là, qui tout a qu'à nous leçon, mais on leur fait orgueil, nous fait fouetter orgueil, nous pour nous dire non, ça doit s'arrêter, mes amis, en nous chita, pays, ça c'est pour nous, il y a place pour moi tout. C'est-à-dire, en nous entendre nous pour nous équiper, pour nous faire payer à marcher. Parce que l'aile marché, la bon pour moi tout. Ça veut dire pas gagner possibilité, pas gagner nécessité pour nous chercher, exclure l'autre complètement. D'ailleurs, nous avons fait l'erreur en 87. Les nous avons dit, Marcoute pas la donne,
Donc, nous faisons Makout dans tourner un ennemi juré à éradiquer complètement alors que c'est un frère, c'est une sœur, c'est même nous maintenant. Après la Deuxième Guerre mondiale, si les Allemands avaient fait la même chose, nazis, toute la guerre, ça a commencé à racher pour peut-être l'Allemagne ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oui, mais ça a demandé un pile bagaille, un pile dimension et nous n'était pas que nous avons joué une dimension ça. Oui, c'est un gros effort. Il faut avoir confiance en l'homme. Un effort de dépassement. D'abord, d'ailleurs, haïtien, pas une culture du dialogue, ou d'accord? Oui, et ça fait longtemps. Nous songeons après l'expérience del Rancho. Le premier cardinal haïtien, cardinal Chibli Langlois, avait fait une proposition à cette société. En nous bâti une culture de dialogue. C'était ce qu'il avait utilisé, l'expression qu'il avait utilisée. Une culture de dialogue. Haïti en a besoin. Ça veut dire que l'idée c'était... Est-ce que vous songez gouvernance haïtienne? Non, justement. Yeah. Mais c'est des pas. On nous dit que c'est des pas. On a fait un premier pas. Nous tombons. Nous pleuvons encore. Nous faisons l'autre pas. Nous tombons encore. Mais c'est paritaire. C'est ça le but. D'ailleurs, Nelson Mandela l'avait dit. Donc, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est de leur tomber ou pas arrêter et à terre ou relever encore. Et pour continuer route là. Donc, et c'est ce que nos dirigeants doivent faire. Pas arrêter chita parce que le pays maintenant est à terre. Nous tomber. Il faut nous relever, nous. Il faut nous relever, nous, parce que qu'est-ce que nous allons laisser à nos progénitures? Nos enfants, les enfants de nos enfants, qu'est-ce que nous allons leur laisser? Il faut nous commencer à réfléchir sur ça. Nous voyons seulement le conjoncturel, l'actuel, le ponctuel. Nous ne voyons pas l'avenir, demain, le futur. Nous pas réfléchir en termes de futur. Nous avons une population qui grandit, qui croît, alors que la portion de terre reste 27 750 km. Est-ce que c'est pas parce que les personnes de 70, 80 ans, en fait, les personnes qui ont aujourd'hui 80, 90 ans, ils ont fait une peur politique. Le fait que nous peur faire politique, avec tout ça, les charriers derrière lui, comme conséquence sur la famille, sur la vie, donc, nous te peuvent faire. Donc le fait que nous peuvent faire politique, nous pas embarquer là-dedans, nous pas entrer là-dedans, n'importe quel monde a le fait politique. Et lorsque tout le monde a le fait politique, c'est ça que baou, désolation, on a parlé tout à l'heure, hein, désolation, la peur, la misère, que les politiciens ont créé en Haïti. Est-ce que c'est pas ça? Mais on va prendre nous compte que 80 ans de cela, et 80 ans, 90 ans de cela, je dis à nous avons plus de monde qui formé dans le pays. Nous avons plus de monde qui formé, nous avons plus de monde qui connaît. Oui, mais nous avons plus de monde qui comprennent la réalité. L'irrité comme un tard, est-ce que le pas été comme un tard pour les gens qui connaissent ça? Puisqu'on dit toujours qu'on fait politique, et le dit pour faire politique, il y a une pont la caillou à 11h du soir, à minuit, puis il disparaît tout. Donc, ce qui fait que le monde, même si on en pile le jour, c'est comme un héritage. Oui, c'est comme un héritage. Mais le fait est que nous avons un défaut de régulation dans le terrain politique. C'est ça le problème. Le problème, aujourd'hui, nous avons plus de monde qui fait politique, parce que nous avons plus de monde qui connaît là, qui a des contenus politiques qui ont en contact avec eux, à travers la multiplication des moyens massifs de communication. Longtemps, ou quand on mettait un bon temps pour qu'on ait une nouvelle qui sortit et une nouvelle politique. Je dis, c'est pas ça. Je dis, la nouvelle la sortie est là, et puis dans quelques minutes, il est en gaillé. Ça veut dire que il y a plein de monde qui est en contact avec le milieu politique et qui a fait politique, qui a des informations politiques. Maintenant, la question, c'est comment réguler cette situation. Et c'est un défaut de régulation que nous gagnons qui vient faire que, même au sein des structures qui, soi-disant, devraient préparer les gens pour la politique, eh bien, il n'y a pas créé une situation pour que gagnons une intégration sociale de ces gens-là. Donc, lors d'une situation comme ça, maintenant, ils pensent pour le faire politique, pour le capable briver, eh bien, il faut le passer par d'autres moyens. Soit utiliser la force, soit utiliser la violence, parce que par une régulation. Parce qu'elle n'a pas régulé pour nous connaître que nous sortis là, nous parlons là, et voici le chemin à parcourir. Mais non, le chemin n'est pas tracé. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de régulation dans le terrain politique. Et pas seulement politique, non, même économique, même toute bagarre. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Professeur Augustin, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons perception de la politique, en pile politicien, faire politique veut dire arriver sous pouvoir. Oui, voilà. Donc, arriver sous pouvoir, et arriver sous pouvoir veut dire tout que
avoir accès au trésor public, avoir accès à des privilèges, et que c'est ça qu'un pile monde ambitionné, sans que, par exemple, il n'y a pas la société, il n'y a pas la cité. Voilà. Puisqu'on a parlé de politique, il n'y a pas la cité, il n'y a pas la gestion de la cité, véritablement. Est-ce que c'est pas ça? Dans la terminologie et l'Église, il parlait de bien commun. Son expression qui est très forte et qui est très importante pour une affaire politique. C'est-à-dire un regard vers le bien commun, construire le bien commun. Parce que bien commun, c'est-à-dire, ce n'est pas pour vous, pas pour moi, c'est pour nous tous, c'est lui-même qui mettait nous tous ensemble. C'est-à-dire notre espace vital, tout ça qui concerne et qui permet que nous évoluions ensemble, c'est ce qui constitue le bien commun. Lorsque moi-même, moi venu, moi fais abstraction de ça qui est le bien commun. Moi plus, ouais, tête pam, clan pam, famille pam, famille personnelle, famille politique. Donc c'est là où vient tomber dans un égoïsme, un égocentrisme qui permet que les boucher géo, il faut pas le bien commun. Et c'est ça qui passe là. Nous avons cessé de construire ce bien commun qui est Haïti. Nous arrivons côté, nous pas construire encore. Donc chaque monde a regardé qui j'aime capable de sauver tête moi, qui j'aime capable de sauver parti politique pam qui mettent là et nous parler c'est colonnes qui battent, nous venons avec du genre d'expression ça veut dire colonne pam nan, bah ouais l'autre colonne yo, c'est colonne pam nan moi. Bagay ça faut commencer et mettre sous côté. Faut commencer cultiver ça que les et d'ailleurs nous dit d'abord la culture de dialogue, discernement, bien commun. C'est-à-dire pour nous qui j'aime capable de construire un bagay ensemble. Nous avons ce qu'on appelle la réussite personnelle, mais la réussite collective, il faut nous travailler toujours. Gonditeur qui dit que, désolé, on a beaucoup plus de personnes formées, oui, peut-être, mais désespérément, moins de culture politique en termes de densité. Oui, justement, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire il faut une régulation du secteur politique qui permette que Mounio, même que au gon formation, mais au gon formation qui porte vers une certaine action. C'est-à-dire, et ça a besoin. Et c'est là le rôle des centres de formation. C'est là le rôle de l'université. Je me tue à le dire. Donc aujourd'hui, nous devons repenser tout ça. Quelle formation nous donnons? Pour quelle société? Nous disons, nous fait université, nous formé monde. Nous fait monde pour tout secteur, nous fait monde pour société. Mais quelle formation nous leur donnons? C'est-à-dire, est-ce que bon vision d'ensemble? Nous avons un problème de vision. C'est-à-dire, si on pas gagner des visionnaires, des gens qui disent que, écoutez, mes pays qui j'en lié, dans 50 ans qui j'en voulais. C'est-à-dire, en fonction de vision par nous, de pays ça dans 50 ans, mais dans quels sont les voies et moyens pour nous atteindre. Toute société, c'est ça que vous faites. En tout cas, et pour arriver faire des élections, réaliser des élections, ou bien désigner des gens qui sont capables, côté que sous pas un projet de société, sous pas gagner popularité, côté que le cas difficile pour arriver sous pouvoir, et puis côté que chaque vote doit compter, gagner des expériences qui doivent être faites, et moi c'est ça préconisé dans le livre là, voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale, pour qui ça depuis quelque temps, gagne plaidoyer qu'a fait pour ça, mais pas jamais arrivé à opter pour le vote électronique en Haïti. On voit ça à travers ça que dit dans le livre 1, mais tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Ricardo Augustin est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Le docteur Ricardo Augustin est notre invité ce matin. Bon, je dire déjà, où j'ai fait une expérience conseiller électoral. Bon, nous allons retourner pour moi de comment expérience santé, mais est-ce que vous inspirez de expérience ça pour écrire livre là, voter autrement en Haïti? Ou bien est-ce que vous avez un côté ouais qu'on pas d'accord en tant que conseiller électoral dans une expérience? Mais tout à fait, parce que l'expérience là, et ça te fait toujours dire, c'est une expérience qui était enrichie en pile. Parce que non seulement ça m'a permis de côtoyer de près les hommes et les femmes politiques de ce pays, de les connaître, parce que je me connais vraiment, à partir d'expérience, moi, et fonctionnement, et évolution. Donc, c'est-à-dire, j'ai pu toucher la plaie du droit. Donc, depuis lors, je réfléchi sur qui j'en est capable d'améliorer la question. Ça, parce que ma conviction vient renforcer que pour
résoudre l'instabilité politique dans ce pays, il faut d'abord résoudre la question électorale. Qui marge de manœuvre un conseiller électoral? Pas du président CEP ni président Bekbed, un conseiller électoral gagné dans la manipulation des votes. Qui marge de manœuvre gagné? Pas en pile, parce que toute opération ça est faite dans les bureaux de vote, les centres de vote, le conseiller n'est pas présent. Et quand le résultat est sorti et affiché, le conseiller n'est pas présent. Les résultats, le tri est fait au niveau du centre de tri. Les bulletins sont envoyés, les procès-verbaux sont envoyés au niveau du centre de tabulation. Le conseiller n'est pas présent. Maintenant... Mais qu'est-ce que ça fait qu'il y a toujours... Parce que je me songe qu'il n'y a pas de calomnie, ou même Maniga. C'est des gens qui font des expériences douloureuses. On s'était retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était un peu ça. Donc on ne voulait pas de nous. On ne devrait pas être là. Ou à nos côtés qui passe en bloc. C'est qu'on s'altérait. Est-ce que vous avez, à un moment donné, été approché par des politiciens qui t'a, par exemple, dit que fait quelque chose pour eux, fait quelque chose pour eux? Bon, moi, personnellement, jamais. Je n'ai pas joué une personne qui était venue côté, qui était venue dire quoi que ce soit. J'avais pas trouvé ça. Mais pour qui, où se dit là, le problème, c'est que c'est le fait d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, parce que tout ce qui Mounio t'a dit. Écoutez, Wendell, comment on peut comprendre que, même expérience, ça m'a toujours raconté. Parfois, je rentre là, après une journée de travail éreintante, ou tout fatigué. Et d'ailleurs, je tenais encore quelques cours que j'avais. Bon, pas en pile, un coup, j'ai toujours fait. Et puis, j'ai toujours fait soutenance dans la faculté, parce que, comme vice-doyen, j'étais responsable des questions de recherche. Et puis, à chaque fois où on arrive, on entend des radios, tu entends des gens dire des choses. Ou là, quand on dit, mais qu'on y a là, l'IWA a sorti dans le palais national. L'IWA côté dans réunion avec tel monde. Actuellement, conseiller dans réunion avec tel. Des gens parfois qu'on pas même qu'on n'est pas en mouais. Et comment gérer on invente des choses. Comment gérer ça devant étudiants, par exemple? Mais douloureusement, mais je te dis, une fois, j'allais avoir une soutenance à 2h. C'était un jeudi à la faculté à 2h. J'allais avoir une soutenance. Je révisais le texte qui allait être présenté. Ma dernière lecture avant la soutenance. Et puis, j'ai entendu une station de radio qui faisait des émissions politiques. Et puis après, il dit, il y a une information importante que le bal bail. Il m'a dit, arrêtez branché, il y a une information importante. Et puis après, l'information, c'était quoi? Qu'il y a 2 conseillers actuellement qui sont au centre de tabulation, qui sont en train d'intimer de l'ordre au directeur du centre de tabulation. Ah, il me dit, ah non, ça m'intéresse. Il me dit qu'il m'entendait. Et puis, on dit musique et Racine, là, et puis bon, le temps pour tendre cette information, on me bréchait. Et puis, c'était quoi l'information? Entendez, le représentant de l'Église catholique, le conseiller Ricardo Augustin et le président du conseil électoral, Pierre Louis sont actuellement au centre de tabulation. Il a forcé le directeur du centre de tabulation. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais je rêve ou quoi? Mais c'était moi-même. On parle les radios. Mon cher, non, il me fait 1000 idées. Et si j'appelle, et si je me finirai, parce que c'est un coup, de toute façon, c'est visible puisque je me prépare à me rendre à la faculté. Ça, c'est un coup. Mais si j'appelle et puis après, je me finis parler, d'ailleurs, on ne me verra pas. À moins que je me défende juge de parcours, il vient, que je combien de temps de massacre elle prend? Donc, je me suis dit, mais où peut passer l'aide? Parce qu'on peut le finir parler, et puis après ça, ils font l'autre monde relève pour dire, non, et monsieur t'es caché derrière, ouais, monsieur, et dans la machine, et qu'on y a machine à quitter, cette étape là. Dis-moi. C'est du n'importe quoi. Docteur Augustin, et c'est comme ça que nous faisons la politique. Après, c'est des politiques qui ne fait pas. C'est ça, donc, ou même. On m'a déjà dit ça. Ne t'en fais pas, c'est parce qu'on n'est pas habitué dans la bagaille là, mais c'est comme ça, les politiques qui fait. Ah ouais. Mais après, il n'y a pas chambre. Non, mais est-ce que mon obligé de faire politique comme ça? Mais c'est ce qui m'écoeure. Et c'est pourquoi j'avais écrit mon premier ouvrage, Les élections de 2015, au-delà des mots MOTS et des mots MAUX. Parce que j'ai compris que ce peuple, nous faisons du tort à ce peuple, à ce pays que nous disons aimer. Nous faisons beaucoup de tort. Non, mais est-ce que médias ça a tout pas écarté de la voix?
Bon, ça va sans dire, c'est normal, donc on le voit. Mais maintenant, et c'est ça aujourd'hui, la parole aujourd'hui. La parole, c'est que si nous voulons changer ce pays, si nous voulons un autre pays, pourquoi ne pas s'asseoir pour se dire, comme toute société civilisée, organisée, organisons-nous, organisons le jeu. Nous pas qu'à jouer n'importe qui jeune, pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Les réseaux sociaux aident un peu le monde dans la mesure où ils permettent qu'on découvre méchanceté qui est animée en pile haïtien, ils permettent où dans quel niveau en pile haïtien aigri et frustré, ils sont à l'aise pour critiquer et surtout pour détruire. Pour détruire. Donc haïtien fort et ça permet que moi rendre compte de ça ou rendre compte de ça tout le monde. Donc, on se détruit, on détruit les autres et on détruit ce pays. Donc c'est à la lumière de cette expérience qu'on fait en tant que CEP, c'est ça qui inspire écrire ça, voter autrement en Haïti. Et ou même, voter autrement, c'est pas comme si m'dadio et n'a qu'un vote bulletin papier, n'a pas continué à voter, même gens qu'on votait avant, ou opter pour le vote électronique. Un passage graduel. Qu'est-ce que ça fait? Oui, bon, nous comprenons ça parce que ou pas qu'à faire un changement pas d'un coup, radical, mais graduellement. De ça. Mais qu'est-ce que ça fait quoi que le vote électronique capable de résoudre le problème que nous gagnons et qui sont en main tout comme élément, comme atout, qu'il faut que nos partis politiques vont accepter le vote électronique. Recherche que je mène, en plus de ça, expérience que je fais, et vision, ma vision du monde. Aujourd'hui, c'est un fait. Le monde va vers un changement drastique, total. On va basculer vers la technologie. D'ailleurs, nous commençons well. La technologie est rentrée dans tout. On ne va pas oublier que les mauvaises habitudes ont aussi la vie dure. Oui, mais c'est vers ça qu'on va. C'est pas seulement la démocratie. D'ailleurs, je l'ai dit dans cet ouvrage, Voter autrement. L'avenir de la démocratie électorale, si vous voulez, c'est vers la technologie. Je dis à un pile pays a expérimenté d'ailleurs, et Pérou fait élection hier, les résultats sont déjà connus. C'est-à-dire, il y a une question de fiabilité, de rapidité. C'est ça, on a dit les avantages du vote électronique. Voilà, donc c'est ce que j'ai énuméré. Rapidité, fiabilité, ça permet qu'au moins, ou résoudre un gros problème, un énorme problème qu'on va résoudre. Parce que la rapidité qui ça fait, ou pas bailler et les mauvaises langues, les destructeurs, ou pas bailler autant pour penser que le fait que vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez manipulé. C'est-à-dire tu exclus la thèse de la manipulation. Donc automatiquement que l'élection fin faite, on connaît déjà qui est le vainqueur, ça résout ce problème. Même tendez un peu raison, un peu le prétexte. Et c'est là qu'on a l'élection autour. C'est ça. Nous avons un peu le prétexte. Par exemple, dans le monde qui dit pas d'accord vote électronique parce qu'il y a un risque pour que l'appareil soit déjà programmé par le blanc. Je réponds tout de suite. Les appareils, moi-même, j'ai fait une expérience pendant que j'étais conseiller électoral. Le Venezuela nous avait invités pour que nous devinions une simulation, bon, pas une simulation, c'était un vote électronique au Venezuela. Et côté que le CNE, le Conseil national électoral, est sollicité par un parti politique qui a fait des élections primaires. Donc on a été superviser ces élections et voir le fonctionnement de leur système qu'aujourd'hui, M. Damja au Venezuela et Abbat Estomac dit, ils ont atteint ce qu'ils appellent la souveraineté électorale. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin, et effectivement ils ont mis sur pied un système qui fonctionne. C'est-à-dire les machines n'ont pas de logiciel. C'est juste une machine seulement qui permettent et opération fait, c'est eux-mêmes qui peuvent calibrer la machine. C'est-à-dire, si nous rentrons dans un système comme ça, on n'a pas intérêt. Oui, mais si les partis politiques, d'ailleurs, c'est pour les partis qu'on organise les élections. Oui, bien sûr. Donc si eux-mêmes ont un doute sur lui. Mais il faut les mettre en confiance.
Et d'ailleurs, c'est le premier travail que va faire le Conseil électoral quand le Conseil va commencer par expérimenter le vote électronique. Et dans tout pays, c'est ça qu'on fait. D'abord, rétablir la confiance dans le système. Mais c'est eux qui au départ, alors évidemment pas tout parti politique parce que non pas tout. Moi connais que la fusion des sociodémocrates est pour le vote électronique. Moi dis parce que je me souviens comme des formations au Brésil ensemble avec Rosemont Pradel. Qui était là tout à l'époque. Il a fait longtemps fait promotion pour ça. J'ai entendu Mme Bozil à plusieurs reprises et lui-même système était expérimenté un système brésilien. Et je me rappelle quand j'étais au conseil et Ricardo Saintenfus qui était venu nous visiter et avait posé le problème et nous avait dit que le Brésil avait offert des machines gratuitement, 14 000 machines. Les Haïtiens avaient refusé. Non, mais ce n'est pas les Haïtiens, il y avait une pression internationale qui ne voulait pas non plus. Ça veut dire, voilà pourquoi, là, nous disons pas le non, mais nous pas obligés. Est-ce que nous sommes obligés à accepter? Eh bien, nos dirigeants à l'époque avaient cédé à la pression internationale. Voilà pourquoi non, là, on va parler pour la dernière élection qui s'est passée. Non, pas dernière élection. C'est des élections de 2010. Des élections justement. Qui allait donner Martelly au pouvoir, justement. Non, le Brésil avait déjà proposé... Non, mais on parle de avant ça. Avant ça, au moment d'organiser, de planifier ces élections, le Brésil avait proposé à Haïti une assistance électorale sous-préval aussi. Exactement, et c'est sous-préval. Et donc, le Brésil avait offert une assistance technique et également matérielle, en termes de matériel, mais qu'Haïti avait refusé parce qu'il y avait une pression internationale qui de l'autre côté, l'autre pays pas de blé, nos TCD. Mais par contre, l'autre avantage qu'on gagne avec le système électronique, nous allons lancer automatiquement vers l'ère technologique. Nous avons bon citoyens, des jeunes qui sont très formés, qui sont très bons en informatique. C'est-à-dire, le logiciel que nous allons utiliser, nous allons faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas obligés d'importer, acheter un logiciel étranger que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous avons des jeunes, nous avons des écoles qui forment des jeunes pour ça, qui peuvent le faire. La puce qu'on va utiliser, le contrôle de qualité, c'est-à-dire la filière technologique. Nous avons capacité, nous capables, et à partir de décisions, nous sommes capables de développer en Haïti. Donc, c'est-à-dire, imaginez, il y a un marché qu'on va l'ouvrir là tout. Et automatiquement, que ce soit en termes de formation, d'offres de formation, que ce soit en termes matériels, de fabrication de matériel technologique. Ça veut dire que Haïti doit se mettre à l'ère de l'évolution du monde. Oui, mais écoutez, nous trop derrière, nous trop loin. Oui, mais il faut que les décideurs aient tout évolué. Oui, mais justement... Est-ce qu'on a l'impression que nos décideurs... Est-ce qu'on a l'impression ça que sinon... Wendell... Je ne parle pas de décideurs, je parle de... Les dirigeants, l'élite politique. Moi, le plaidoyer que je fais, c'est que nos élites doivent dialoguer. Nos élites, que ce soit l'élite politique, l'élite économique, l'élite religieuse, l'élite culturelle, l'élite, nous capables de dire, intellectuelle, toute élite, ça suppose chita. Pays, c'est nous qui sommes capables de diriger. C'est nous qui sommes capables de faire chaque monde dans ce faire. Posez-vous cette question. Pour qui ça, par exemple, en République dominicaine, pour qui ça, la République dominicaine a accepté de faire expérience de vote électronique? Avec toutes les imperfections que ça a gagné au début, pour qui ça a été accepté? Et nous-mêmes, jusqu'à présent, nous, pression internationale a fait nous parce hésiter. Que nous avons fait pays. Je n'ai fait pays, nous avons dit, bon, mes amis, et en Chita, on a pris les décisions qu'il faut pour le bien-être de ce pays et de tous les citoyens. Pardon classe, pardon cran. C'est ça. La République dominicaine a été encore plus loin, et je l'ai dit aussi dans mon livre. La République dominicaine a même fait l'expérience, il fait loi sur ça, sur le vote en milieu carcéral, le vote en milieu hospitalier. Ça veut dire, il y a des gens qui suivent des traitements de longue durée, mais qui ont toute capacité, qui ont voté. Mais le fait que l'hôpital n'a pas voté, en Haïti, c'est comme ça nous fait. C'est-à-dire, c'est l'exclusion partout. Ensuite, il y a des gens qui sont en prison, détention et préventive, qui ne sont pas condamnés, mais qui étaient capables de voter. Mais il faut des lois pour ça, il faut une infrastructure pour ça. Et les gens qui sont à l'étranger, pourquoi, mon Dieu, ces gens ne peuvent pas voter? Dès que tu laisses ce territoire, tu es exclu de la vie politique de ce pays. Mais c'est insensé. Moi, j'ai vu les autres pays qui organisent, les pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire qui se poillent nos camarades. Mais ces pays-là, on voit au moment des élections, les gens qui sont à l'étranger dans les consulats, en file indienne, qui vont voter, mon Dieu. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi en Haïti? Alors, j'en concevoir l'expérience là, ou même vous pensez que nous ne sommes pas supposés aller vers une révolution
drastique du système électoral, en tout cas à court terme. Il y a une réforme en profondeur. C'est ce que On réforme en profondeur, mais... Et ça prend aussi une réforme constitutionnelle. Oui, mais non, d'abord, avant de venir sur la Constitution, mais sur le long terme. Sur le long terme, bien sûr, ce que nous faisons, c'est pour l'avenir. C'est ça. Donc maintenant, l'expérience, là, parce que me songer, en période électorale, il y a pile jeunes, j'en dis là. Il y a des jeunes, il y a des firmes aussi qui passent là, qui disent que, mais ça va proposer, je me une firme qui te dit que vous parlez pour faire une expérience pilote à Cité-Soleil, par exemple. Ou encore l'île de la Gonave. Bayoli et Fel, et puis, en façon que si tout le bagage est bien passé, l'État haïtien est capable d'acheter équipement par exemple. Je vais te dire mieux. Nous, au niveau, et quand j'étais conseiller électoral, on avait un accord de coopération avec le Venezuela. On s'était dit qu'on allait faire une expérience pilote dans le plus petit département du pays, les NIP. Et à partir de là, ces résultats n'allaient pas être comptabilisés, mais c'était juste pour vérifier le système électronique. On allait mettre en place les infrastructures et faire une expérience pilote. Si cette expérience pilote réussit, comme élection de fait, on allait proposer ce système, c'est-à-dire des élections au niveau de l'université, par exemple. Parce que l'université d'État fait des élections pour élire l'équipe du rectorat. C'est-à-dire, pour toute université qui est capable de voter, quel que soit côté, ça qui est en région, ça qui est dans Port-au-Prince, on allait faire une deuxième expérience au niveau de l'université pour nous, élection pour rectorat, qui ça t'a pas passé. Donc, on avait un plan. Et puis maintenant, une fois que nous, résultat, et nous sommes convaincus que le résultat est concluant, il permet de nous avancer, à ce moment-là, on allait réunir les partis politiques pour leur proposer, pour leur dire, écoutez, nous allons essayer graduellement de faire un pas qualitatif du système manuel au système électronique. Nous allons aller graduellement dans les prochaines élections. Nous avons montré, fait des mots pour eux, répondre à toutes les questions, faire où est-ce que le système a fonctionné, et puis nous avons mis des infrastructures pour ça. Donc, automatiquement, nous faisons que le parti politique voit effectivement que son système qui est fiable, pas de raison pour le parler. Est-ce que ce refus systématique apparent du vote électronique ne s'explique pas par un quelconque espoir de pouvoir contrôler l'appareil électoral? Et tout ce que l'homme ne connaît pas, eh bien, l'homme est toujours prudent. C'est en nous. C'est prouvé scientifiquement. C'est inné. C'est-à-dire, justement, c'est-à-dire, l'homme a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Si vous arrivez là où on bagaille étranger, ou à camper, ou pas courir, si vous couru, ou à ralentir. Parce que vous bagaille ou pas contre s'allier. Oui, mais est-ce que c'est pas camper pour me bien garder plutôt? Est-ce que c'est pas curiosité? Non, mais quand même, vous campez, sinon tu as couru. Mais le fait qu'on campe, ça veut dire automatiquement il y a un déclic, un message, c'est voir, recevoir. C'est-à-dire il y a un corps étranger, il y a un élément que je ne connais pas, auquel je ne suis pas habitué. Ou par contre, s'ils sont menacés, ou pas contre s'allier. C'est-à-dire, généralement, l'homme a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Maintenant, attention, il y a ce qu'on appelle l'excès de prudence. Oui. Et là, nous sommes capables de parler d'excès de prudence. Parce que ça ne coûte rien d'essayer. Dans l'expérience Paul, dans l'expérience dans le livre là, oui. Est-ce que au Geton qui bord, nous sommes capables de faire une expérience pilote là, qui conseille ou bail pour ça? Donc bien sûr, bien sûr. C'est les NIP pour toujours Kembe ou bien? Je pense que les NIP, oui, parce que c'est le plus petit département qui a moins de difficultés dans la mise en place. Et dans ce livre que j'invite les gens, c'est déjà disponible en librairie, donc j'invite les gens à en faire l'acquisition. Prochainement, je ferai une vente signature. Oui, mais à qui est-ce destiné le livre là? Non, le livre est destiné d'abord aux dirigeants et aux politiques. Tout le monde qui a fait politique dans le pays. Tous ceux-là qui sont intéressés à la question électorale dans ce pays, qui croient que tout problème politique que nous avons, instabilité politique chronique, ça, que nous avons plus de 30 ans à traîner, li commencer toujours par un problème électoral, moi je viens proposer une solution et un élément de solution que je demande seulement d'essayer. Demander pour nous essayer pour nous. Et essayer, ce n'est pas un essai global, c'est un essai graduel. Nous avons fait nos côté d'abord. D'ailleurs, nous avons l'expertise qu'il faut. Grand pile haïtien, du point de vue que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau, d'ailleurs, dans le livre, dans le plaidoyer que j'ai fait pour cette réforme constitutionnelle, parce que la réforme électorale doit passer par une réforme constitutionnelle. Donc, j'ai proposé à ce que la diaspora soit intégrée dans la vie politique. Maintenant, les politiques peuvent décider du degré
d'implication, du degré d'intégration de la diaspora. Mais nous ne pouvons pas quitter de honnête. Parce qu'il y a tellement de capacités, de connaissances, de formation, qui sont capables de mettre à profit dans une telle démarche. Donc là, je propose à ce que nous faisons pour nous faire une expérimentation. Nous devons faire nos cadres sans que ce n'est pas l'élection qui gagne. Mais nous connaissons, s'il réussit, les prochaines élections, graduellement, nous commençons dans nos départements, nous faisons dans le deuxième. Le Venezuela et le Brésil, ils ont fait graduellement et pendant une période assez longue jusqu'à ce qu'ils viennent automatiser totalement leur système électoral. Donc là, c'est des simulations. Des simulations. On peut commencer par des simulations. Maintenant, si ça réussit, après, on commence par des implémentations. Écoutez, les gens vont nous dire que nous avons des problèmes d'Internet. Les gens vont nous dire que nous avons toutes sortes de problèmes. Mais voyons les solutions aux obstacles. Parce qu'il y a des solutions. Au Brésil, au Venezuela, en Amazonie, les gens votent. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de courant d'électricité. Il y a des moyens. La technologie nous donne des moyens pour pouvoir réaliser d'immenses choses. Est-ce que ce n'est pas attaché à système traditionnel, non? Est-ce que ce n'est pas parce que, d'abord, non seulement les garanties mainmises d'un secteur quelconque sur la machine électorale, l'appareil électoral, mais il y a question de l'argent. Il y a des gens qui disent que bulletin à chaque période, je fais bulletin à chaque... Son industrie qui brassait. Son industrie qui brassait en pile, alors que vote électronique là, c'est dans un seul investissement que lié. Pas seulement un seul investissement. Il y a une bonne industrie pour brasser là-dedans. Premièrement, on va l'obliger de des écoles de formation. De formation pour des jeunes qui sont utiles à conseil électoral dans le cadre mise en place et dans le cadre implémentation système de vote électronique. On a besoin de pile de monde qui est formé. Donc ça veut dire là, pour l'ouvrir en première en carrière, nous sommes capables de dire. Deuxièmement, on a besoin des techniciens. Techniciens, c'est des gens qui parlent travail parce qu'à longueur de journée, c'est eux-mêmes qui parlent produire logiciels, puces, électroniques, tout l'autre petit matériel que nous avons besoin pour nous faire le système fonctionner. Et les machines, on va obliger graduellement, il faut toujours faire contrôle de qualité sur eux, on a besoin de bras pour faire. Ce qui signifie gagner un marché pour lui. Gagner un marché, sinon l'autre pays, il n'y a pas de prendre là-dedans. Il a dit ça va utile, il va utile l'économie, il va utile rien. Si on rentre là-dedans, c'est parce que ouais, au marché. Et puis attention, si on arrive à résoudre le problème électoral là, ou résoudre le problème de sécurité dans le pays, parce que ça passe aussi par là, parce que les troubles proviennent de là. Donc, automatiquement, tu as un pays apaisé. Ça peut attirer un flot d'investissement sur Haïti. Moi-même, j'ai visité ce pays, j'ai voyagé dans tous les départements, pas mon côté, on est dans le département, mais dans pile côté. Je vois des territoires vierges, mais les gens ont peur d'investir. Pourquoi? Parce que, il y a une insécurité qui galopante, qui est trop forte. Il y a des lois qui ne répondent à l'évolution du monde actuel. Donc, ce qui signifie qu'il y a un pile de travail pour nous faire. Il faut nous chita pour nous dire qui j'en a fait payer ça. Pour nous finir, professeur, est-ce qu'on pas croire que un travail qui est supposé commencer à faire même au niveau de l'université? Oui. Pour garantir, par exemple, pour pérenniser une certaine connaissance. Parce que l'école, formation, on est limité. Et je dis, on livre comme ça. Ça qu'empêcher, par exemple, étudiants universitaires, étudiants à l'université, de prendre connaissance, par exemple, de livres ça, pour connaître que, je dis, nous avons un bulletin papier et que il y a autrement. Il y a autrement où il y a mieux. Ça qu'empêcher qu'on travaille comme ça fait. Et d'abord, qu'est-ce qui t'a supposé gagner responsabilité, faire formation, ça, sur le civisme, je dirais. Qu'est-ce qui empêché ça? Bon, moi je dirais rien ne l'empêche. Ça nous besoin seulement, c'est un brin de volonté. Que je sache, c'est le tout premier travail académique qui a été réalisé sur ce sujet-là en Haïti, pour Haïti. Il y a des productions à l'étranger, d'ailleurs, moi visité pour être capable de réaliser ce travail. Et moi, je pense que nous-mêmes, nous supposons mettre la peur là de côté. Ça veut dire que pour nous capables de rentrer dans l'expérimentation, premièrement, prendre connaissance de comment ça fonctionne. D'ailleurs, cet ouvrage, je vais faire en sorte que les étudiants puissent l'avoir à un prix très abordable.
Donc, pas pour mon cap travail à acheter notre prix normalisé 1500 gouttes. Mais pour les étudiants, il y aura un prix vraiment préférentiel pour les étudiants. Et je vais m'assurer que les étudiants peuvent l'acheter à ce prix. Donc ça, c'est mon premier bagage que je vais le faire. Et j'inviterai tous les autres corps professionnels, parce que dans ça nous proposons là, tout le monde a une possibilité pour porter contribution par eux. Que ce soit les sociologues, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gens qui travaillent, même quand je parle de scientifiques, tous les corps de métier. Parce que si on implémente un système comme ça, nous sommes capables de produire des panneaux solaires en Haïti pour alimenter les infrastructures du vote électronique, pour que les choses soient capables de fonctionner avec énergie solaire. Ça veut dire là encore, sont l'autre corps de métier qui rentre dans la question. Espérons que les Haïtiens soient intéressés. Bon, moi, je pense que c'est. Ils sont intéressés à consommer ou bien acheter local. Non seulement ça, il faut nous pousser autour. C'est-à-dire il faut une politique de ce qu'on appelle la préférence nationale, qui permettent que ça qui fait la caille, ça que nous-mêmes nous avons fait, nous sommes beaucoup plus intéressés à elle que ça qui sortit à l'étranger. Mais il faut une politique pour ça, de préférence locale, qui permettent que nous sommes capables d'avancer. Sans quoi, nous avons toujours été, même côté nous, et il faut nous regarder, il faut nous regarder autour de nous. Pas aller loin, on aurait été dans la région que nous sommes, les Caraïbes et l'Amérique latine. Regardez qui j'en pays a pas avancé. L'Équateur s'est fait élection là hier. Le Pérou fait élection hier. Ou pas attendre des désordres, ou pas attendre rien, ou pas attendre des contestations, gourmet, moun mouri, pas d'incident majeur. Tout s'est bien passé. Pour qui ça c'est nous-mêmes tout le temps qui a créé des ordres dans le. C'est comme si nous avons dit, il y a pas, il est comme si nous n'avons pas un grand monde dans le. Donc question, pas un grand monde dans l'autre point nous pas accepter, nous pas même perdre du tout, non? Oui, mais ça faut nous commencer et ouais autrement. J'ai dit voter autrement en Haïti parce que nous avons longtemps fait comme ça. Maintenant, je propose une nouvelle manière de faire. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, grand pile pays qui expérimentent. D'ailleurs, j'ai même fait l'analyse pour les lecteurs, pays qui expérimentent le système de vote électronique, pays côté li réussi, pays côté li pas réussi, et qui décision que on prend, et qui gens graduellement qu'on y a là voulez reprendre pour voir qui gens et ouais on te fait qui correctif yo capable porter. Ça veut dire mon cher, l'avenir appartient à ceux-là qui se lèvent tôt et à ceux-là qui travaillent. On travaille. En tout cas, quand il phrase maintenant sous couverture, c'est garantir le droit de vote est un enjeu sociétal de premier ordre partout dans le monde, encore plus en Haïti qui a du mal à sortir d'une transition qui n'en finit pas. Permettre, juste avant, et Wendell, excusez-moi, on peut mettre fin à l'interview, permettre que moi remercier le préfacier de l'ouvrage et professeur Abdonnet Doudou qui a préfacé de Plurimédia, qui a préfacé l'ouvrage, me dit merci, parce que un bon texte, bien équilibré, bien charpenté, une belle analyse qu'il fait sur question et de son Dieu, bien entendu, et que je très apprécié. Donc, moi, remercier également Teddy et Lebrun, et qui lui-même propose l'illustration que nous avons dans le livre là, et tout le monde qui peut acheter le livre là, monsieur, et illustrer pour nous le vote électronique, c'est-à-dire les différentes étapes du vote électronique, son bel travail qu'il fait. Ou après, avec des dessins, c'est à l'impossible. C'est lui-même qui fait et travaille ça pour nous. Et puis, nous remercions l'éditeur Fred Brutus de C3 Éditions, qui prend projet et qui bat un bel ouvrage quand même présentable. Pour présenter à l'international. Donc, nous remercions tout le monde et tous ceux-là qui m'ont encouragé et qui ont, au niveau de l'université Notre-Dame d'Haïti. Voilà, donc, on dit merci. Et donc, voilà, donc on continue. Il faut dans ce pays des gens qui continuent à penser. Donc, même si le pays a des ordres là-dedans, mais la pensée ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer à penser, et c'est la pensée qu'après le désordre, qui peut mettre l'ordre, qui peut venir avec des propositions qui sont pour nous capables de sur les rails. C'est-à-dire la pensée doit continuer, la pensée ne peut pas s'arrêter. Merci, professeur. Merci, docteur Ricardo Augustin. C'est un plaisir pour nous d'être. Bonne chance. Merci beaucoup. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le docteur Ricardo Augustin, autour de son livre « Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale ». Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés, accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.